à 14 h, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet pour aborder en fait un sujet de placement, parce qu'on s'était dit que effectivement on a traité plusieurs fois en fait ces derniers mois en lien avec la problématique des financements des PGE. Effectivement, de fait de l'architecture des PGE, en fait les entreprises touchent en un seul en one shot les financements associés, donc ça génère des positions de placement. Donc il y a déjà ce phénomène-là qui nous semblait intéressant en fait, et aussi peut-être certaines entreprises qui sont dans une problématique plus de différer certains investissements qui peuvent par prudence et donc leur générer en fait une position de cash également positive. Et dans le cadre en fait de ces contextes-là, voir aussi comment les banques se positionnent. Voilà, est-ce qu'elles cherchent à refacturer en fait ces placements? Donc c'est toutes les problématiques qu'on voulait traiter ce midi. Et on remercie beaucoup David Guyot, donc cofondateur de Panda Finance, et Edouard Doslan en fait de co-animer cette réunion. Donc Edouard va nous apporter en fait son témoignage et David va nous faire un petit point sur où on en est sur toutes ces problématiques-là. Et bien sûr, on aura du temps à la fin. Donc initialement, on pensait effectivement faire aussi un petit point d'actualité, mais on vous propose plutôt de regrouper en fait les questions éventuelles que vous avez sur des sujets liés ou sur d'autres interrogations en fin de réunion, et on tâchera en fait d'y répondre. Donc maintenant, je laisse la parole à nos intervenants que je remercie, et veuillez nous excuser encore du léger retard pour le démarrage de cette réunion. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous accorder un peu de temps en ces périodes un petit peu complexes. Je tiens à remercier de faire tout d'abord Mme Guesson, Hélène et puis Annie pour votre invitation. Et on espère avec Edouard en fait vous proposer un contenu, un panorama un petit peu de ce qui se fait en ce moment et et comme quoi en fait les taux négatifs, c'est pas une fatalité. On peut essayer en tout cas de réussir ces placements encore pour l'instant à taux positif. Alors, on va parcourir avec vous un PowerPoint qui va permettre de se poser ces bonnes questions-là. Nous, ce qu'on fait avec Edouard, c'est que la présentation soit le plus dynamique possible. Donc, voilà, après chaque slide, n'hésitez vraiment pas à lever la main et à échanger avec nous. Alors, on y va. Le temps que l'écran de David s'affiche. Donc, je vais essayer, moi, d'apporter mon témoignage en tant que trésorier sur les solutions de placement qui me sont proposées, ce qu'on accepte de faire chez GSE, ce qu'on ne fait pas. Voilà, pour rendre vivant la présentation. Et après, effectivement, tous vos témoignages seront enrichissants. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation tous. Tout est OK? Ouais. C'est bon. Ouais. Déjà... Oui, on la voit. Super. Alors, le synopsis, donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on a un environnement de taux négatif. Il faut bien voir que pour l'ensemble des gros corporates, des investisseurs institutionnels, en fait, les taux négatifs, c'est une réalité depuis déjà quelques temps. On en parlera tout à l'heure, les asset managers sont aussi en territoire négatif, et pour eux, c'est limite incohérent en fait, qu'il y ait encore des taux de dépôt positifs auprès des banques. On va voir un peu à quoi se préparer sur ce sujet-là. Donc, le plan, on va faire un petit peu de point marché sur les dépôts. On va parler un petit peu de PGE. Vous en avez beaucoup parlé. Mais ce que ça implique, c'est globalement les PGE, ils sont tous consommés. Et ça fait encore plus de ressources sur le bilan des banques. Et ensuite, on va faire un grand classique. C'est le panorama des produits de placement de trésorerie les plus utilisés et puis les plus exotiques qui sont souvent amenés à être proposés. Alors, point de marché sur les dépôts en France. Donc, déjà, un premier rappel, le taux de dépôt de la Banque centrale européenne est à moins 0,50%. Vous savez, c'est ces fameux taux directeurs donnés par la Banque centrale, les taux de dépôt, taux de refinancement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à la fin de la journée, lorsqu'une banque, votre banque de flux traditionnelle, si elle se retrouve en situation de surliquidité, si elle n'a pas assez d'actifs à mettre en face de ses dépôts, elle va être obligée de replacer cette trésorerie auprès de sa banque centrale, la Banque de France, et elle le replacera à moins. Donc, déjà, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en fait, en vous proposant un taux de dépôt, même à nous en tant que particulier, un taux de dépôt à 0%, c'est comme si on avait un compte courant rémunéré. Vous voyez, c'est assez contre-intuitif, c'est taux négatif, mais c'est une réalité qu'on a depuis déjà de nombreuses années. Et difficile de prévoir ce qui va se passer l'année prochaine. Tout de même, il y a quand même des anticipations qui sont faites d'une potentielle baisse supplémentaire des taux.
toujours très difficile, parce qu'on n'a même pas de visibilité à 2 semaines pour la réouverture des commerces, mais tout de même, voilà, c'est une réalité. Et nous, on pense véritablement que les taux devraient rester bas longtemps. Longtemps, je vais vous donner une simple raison, c'est que je pense que les États, notamment des pays occidentaux, je parle des banques centrales des pays occidentaux, les États sont tellement endettés qu'ils ne pourraient pas supporter en fait une hausse très importante. Donc quelque part, en fait, notre sujet, si jamais il y a une hausse des taux qui soit très importante, il sera tout autre que les placements de trésorerie. Ça sera la banqueroute. Donc nous, on est convaincus voilà, qu'on est dans un environnement de taux bas pour très longtemps sur cette partie-là. Et il faut en fait un petit peu se préparer. Alors pour l'instant, les banques n'ont pas facturé les dépôts. Alors, juste, je t'interromps, David, parce que la dernière prévision, enfin, ça fait plusieurs temps qu'on avait des prévisions en disant les taux bas, ça sera valable encore un an, puis un an, puis un an. Bon, ça, il faut remonter à 2013 pour se faire un historique. Les dernières prévisions prévoyaient des taux bas jusqu'en 2024, 2025. On pourrait aller sur des horizons beaucoup plus lointains. Oui, alors tout à fait. En fait, moi, je suis persuadé qu'on est parti d'un environnement de taux bas comme au Japon. C'est-à-dire que c'est parti pour 20 ans et advienne que pourra après, si jamais on a un changement. Et malheureusement, je ne vois pas en fait de reprise de la croissance durable, une inflation non plus qui justifierait une remontée des taux. Néanmoins, je dirais s'il y a une remontée des taux progressive et régulière, tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la croissance, que les salaires vont augmenter, etc., etc. Mais voilà, notre conviction, c'est qu'on est parti malheureusement sur un environnement de taux bas, comme au Japon, pendant très très longtemps. Et le fait de trouver un vaccin ou l'élection de Joe Biden, enfin un vaccin contre le Covid, pourrait avoir un effet positif ou Rien. Il faut bien voir en fait, que les mesures ont fait exploser à la hausse l'endettement de la France, des différents États. Rien. Je veux dire, même au titre d'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont sur des niveaux d'endettement qui sont soutenables uniquement parce que les taux sont bas. Et je ne dis pas seulement en France, dans le monde entier, en fait, ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est-à-dire que c'est grâce à ces taux bas, grâce à ce refinancement en fait, très généreux, qu'on peut en fait maintenir certaines activités. Donc non, taux bas pour très longtemps. Alors néanmoins, pas de facturation des dépôts. Alors, quelque chose qui est en train de changer. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu passer la news il y a 2 semaines. N26, vous savez, c'est cette banque de néobanques, ce qu'on appelle les néobanques, les fintech, donc allemandes, qui vient de déclarer qu'au-delà de 500 000 euros, maintenant, elle facturait les dépôts. Donc nous, notre conviction, c'est que les banques traditionnelles, celles avec qui on travaille, vont être même amenées à facturer en 2021, si la conjoncture reste la même, les dépôts. J'avance un petit peu. Juste une précision, si tu permets, David. Bien sûr. Effectivement, les banques ne font pas payer les pieds de compte, ou du moins celles qui a. Il y a 2 banques qui ont voulu essayer il y a quelques années auprès des entreprises du CAC 40. Je crois qu'elles ont fait marche arrière. Moi, je constate que effectivement, je peux plus placer en overnight et en overday. Je ne paye pas de pied de compte, mais j'ai des commissions qui apparaissent, des nouvelles commissions, ça peut être très varié. Donc je pense que le fait de ne pas faire payer le pied de compte, elle se rémunère par ailleurs sur autre chose. Je ne sais pas si c'est encore moins douloureux que de payer des pieds de compte au final, mais c'est un point que je surveille, moi. Écoute, Edouard, je pense que déjà pour les sociétés du CAC 40, en fait, elles sont déjà impactées en fait, de taux négatifs ou de frais de gestion en fait, de leurs comptes. Je dirais qu'au-delà d'1 milliard d'euros en fait, de trésorerie, c'est déjà une réalité. Je ne sais pas si quelqu'un peut témoigner dans la salle, mais c'est déjà une réalité, les taux négatifs. C'est-à-dire que les grandes banques nationales vont dire je peux te prendre 100 millions, 200 millions à zéro, mais pas plus. Après, je suis obligé d'impacter des taux négatifs. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà pour ces grandes entreprises et qui va se propager pour les entreprises de taille intermédiaire, mais ça peut prendre différentes formes. Ça peut en effet être des commissions ou des frais pris sur le compte. Alors, petit point justement en fait de marché d'actualité toujours sur cette partie-là, en fait, c'est l'augmentation des soldes à vue. Je vous ai mis en fait des statistiques de la Banque de France sur les dépôts des sociétés non financières. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est ce graphique qui explose à la hausse. Finalement, depuis 2015, depuis que les taux sont passés négatifs, les entreprises, donc c'est souvent les TPE, les PME,
eh bien, ne placent plus leur argent. On le voit, hein, c'est cette courbe en bleu. Ce sont les soldes à vue. Les soldes à vue ont explosé à la hausse. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, si on a une boulangerie, qu'on a 100 000 euros à placer 100 000 euros à 5 ans à 0,50%, ça ne va pas les faire rêver. Donc, quelque part, ils ne placent plus d'argent. Ils posent des questions en fait, sur la stabilité de leurs ressources pour les banques, puisqu'en fait, elles ont de leur côté, dans leur passif, une ressource qui est relativement volatile, puisqu'un compte courant, par définition, peut sortir du jour au lendemain. Et une dernière accélération qu'on a depuis le mois de mars, vous l'aurez tous compris, ce sont les soldes à vue issus des PGE. On en parlera tout à l'heure, un petit brief, mais il y a beaucoup de PGE qui n'ont pas été consommés. Et puis, une deuxième chose, on l'a vu, en fait, que ce soit pour les particuliers, hein, ces fameux 50 milliards que les particuliers ont laissés sur leur compte, on le retrouve aussi au niveau des grandes entreprises, comme des PME ou des ETI, c'est que finalement, cette liquidité en temps de crise, elle est assurée évidemment par les financements bancaires, par les New CP pour ceux qui ont accès à ce là, mais la liquidité, elle est aussi assurée par sa trésorerie. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas accès aux autres sources de financement, on peut toujours casser ses placements. Et qu'est-ce que font les différents agents économiques? Eh bien, ils laissent de la trésorerie de côté. Et ça, depuis 2009, on ne cesse de voir la trésorerie de l'ensemble des agents économiques monter, sauf pour ceux à qui ça va de moins en moins bien. Mais au total, ça grossit sur cette partie-là. Alors, je suis d'accord avec le constat. Après, il faut bien voir que dans notre rôle de trésorier, on doit jongler avec la triptyque liquidité, sécurité, rémunération. Et depuis 2008, on a eu deux trous d'air économiques. Et aujourd'hui, la liquidité quasi immédiate, c'est ce qu'on nous demande de défendre en tant que trésorier. C'est notre objectif premier. Alors, justement, pour parler un petit peu justement de ces fameux PGE, donc vous avez déjà fait beaucoup de réunions, donc je ne vais pas vous en reparler beaucoup plus. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé au mois de mars, c'est-à-dire que l'ensemble des régulateurs, que ce soit l'État ou les banques centrales, ont dit on va cette fois-ci pas faire comme en 2009, on ne va pas provoquer des faillites en cascade, on ne va pas laisser tomber les banques. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la liquidité tout de suite. Donc, d'un côté, les États ont apporté leur garantie, donc en augmentant finalement leur endettement virtuel, et les banques centrales ont créé de la monnaie. Elles ont fait donc une manœuvre non conventionnelle, ce fameux TLTRO3, Targeting Long Term Financing Operation, c'est-à-dire qu'elles vont cibler en fait le refinancement auprès des banques et elles prêtaient à moins 1% pour que les banques puissent financer l'économie réelle, donc avec ces fameux prêts garantis par l'État. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de connectés de banquiers, mais je tiens vraiment à les remercier parce que je trouve, en tout cas sur le tissu des TPE-PME, qu'elles ont fait un boulot formidable. Elles se sont mobilisées. Moi, j'étais avec eux au téléphone tous les jours. Tous les services étaient mobilisés pour prêter à l'économie réelle et elles ont fourni plus de 120 milliards de PGE auprès des agents économiques français. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que, moi, je me rappelle le 15 mars, on croyait que c'était limite à la fin du monde, on faisait à peine à aller acheter du pain. Il y a beaucoup de PGE, les entreprises ont pris en fait comme une option gratuite. C'est-à-dire, je vais prendre un petit peu de crédit, ça ne va pas me coûter trop cher, je crois que c'était 0,25 si je ne me trompe pas, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, et puis on verra après. Et bien en pratique, je ne vais pas dire un an après, même 9 mois après, il y a à peine 50% de ces PGE qui ont été consommés. Et le reste est resté sur les comptes. Je t'interromps 30 secondes. Il y a Michael qui a levé la main, je crois qu'il voulait faire un commentaire. Je ne les vois pas les mains, désolé. Oui, mais c'est pour ça que j'ai… Oui, mais pas de problème. J'ai mis le commentaire en fait par rapport à la slide d'avant. Je disais, est-ce qu'il n'est pas plutôt intéressant de regarder par rapport au niveau d'endettement, le niveau de trésorerie, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, en prévention justement de la crise, ont tiré sur la ligne court terme pour justement avoir un coussin de trésorerie beaucoup plus important. Donc oui, c'est intéressant de voir que le niveau de trésorerie augmente, mais est-ce que, comme on dirait, en position nette, est-ce que vraiment il y a une réelle augmentation de ce niveau de trésorerie? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce sujet en fait, d'augmentation des soldes à vue, comme j'en parlais, j'allais l'utiliser un petit peu après pour dire pourquoi est-ce que les banques vont encore baisser les taux. C'est qu'elles se retrouvent dans une situation où, même si en effet, il y a un endettement qui a cru aussi pour les entreprises, les banques se retrouvent avec des ressources à la fois en fait, de TLTRO et à la fois en fait, de ce PGE non totalement consommé. Elles se retrouvent avec trop de ressources. Il y a encore un an, elles produisaient tellement de crédits immobiliers
qu'elles n'arrivaient pas à compenser la production de crédit immobilier avec suffisamment de dépôts. Ce qui pouvait amener de ci, de là à avoir malgré les taux bas, d'avoir des offres en fait, de placement relativement intéressantes sur des comptes à terme ou des comptes courants de la part de vos banquiers. Aujourd'hui, ça s'est vraiment inversé. C'est-à-dire qu'elles ont fait du crédit, elles vous ont proposé de l'argent qui a été refinancé par le TLTRO3, mais ça ne compense pas en fait l'afflux de liquidité. Donc, ce qui veut dire qu'elles se retrouvent avec des ressources bien supérieures. Là, je parle pour les banques, pas pour les entreprises. Elles se retrouvent avec des ressources bien supérieures à ce qu'elles ont besoin par rapport à leur production de crédit au sens large. Crédit à l'équipement, crédit immobilier et crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, c'est pas génial, vous pouvez imaginer. Le crédit immobilier, en fait, ça marche encore un peu, mais il y a quand même des sacrés trous d'air. C'était comme costaud d'aller faire un achat immobilier au mois d'avril. Et le crédit à l'équipement, vous voyez, il y a une grande partie qui a été refinancée par le TLTRO3. Et les entreprises, vous pouvez témoigner, le fait de manquer de visibilité, ça ne vous pousse pas à aller encore investir un peu plus. Et la production de crédit pour l'entreprise, ça pourrait être mieux, quoi. Donc, oui, c'est vrai, j'ai peut-être mis un focus un peu très, très banque, mais c'est bon pour justifier, après, vous verrez, que les banques n'ont aucune raison de remonter les taux à court terme. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, très bien. Merci. Alors, je vous propose, en fait, je ne sais pas, Edouard, si tu voulais, on peut peut-être commencer le panorama. Allez, super. Alors, on va composer ça en deux parties. Donc, la première, en fait, moi, je différencie ça à chaque fois sur vraiment la trésorerie d'exploitation et la trésorerie long terme. Puisque sur la trésorerie d'exploitation, c'est vraiment ce qu'on demande. Alors, pour les grands corporates, il y a cette notion de cash on cash equivalent, c'est l'équivalent de pré-trésorerie. Juste pour rappel, en fait, si vous êtes soumis aux normes IFRS, c'est liquidité à moins de 3 mois. Donc, liquidité à moins de 3 mois, ça, vous pouvez sortir avec moins de 3 mois de préavis et une faible variation de capital. Avant, on disait garantie en capital, mais depuis que les OPCVM monétaires, qui sont cash equivalent par défaut, sont passés en territoire négatif, maintenant, on dit faible variation de capital. En gros, vous ne pouvez pas mettre, si vous voulez déduire votre trésorerie de votre dette brute, vous ne pouvez pas mettre des actions dedans, quoi. En pratique, c'est ça. Alors, à tout seigneur, tout honneur, les OPCVM monétaires, donc on se retourne 10 ans en arrière, tout le monde faisait des OPCVM monétaires, plus ou moins dynamiques. D'ailleurs, il y a eu des sujets il y a 7-10 ans maintenant sur la qualité de ce qui était dedans. Aujourd'hui, l'AMF a bien spécifié les règles de ce que c'était une OPCVM monétaire. C'est plutôt très bien géré. Ça offre une diversification d'émetteurs qui est très intéressante et une vraie liquidité quotidienne. Le seul problème, c'est que les taux sont fortement négatifs. Sont fortement négatifs parce qu'une OPCVM, il faut bien comprendre que c'est une enveloppe dans laquelle les asset managers achètent des titres de créances court terme émis par principalement des émetteurs financiers. Or, vous l'avez vu, les taux court terme sont très fortement négatifs. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, un gros corporate empruntait du 1 an à moins 0,50. Vous voyez, donc c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire qu'on est sur un portefeuille de titres financiers qui sont à taux très négatifs. Donc, du coup, aujourd'hui, on est sur des taux, je veux dire, en moyenne à, je dirais, 25, moins 30. Mais c'est des taux qui risquent, d'ici à la fin d'année, l'année prochaine, certainement, encore de baisser. Alors, vous me direz, pourquoi parler d'OPCVM monétaire? Moi, je n'en fais pas. C'est vrai. C'est ce qu'on voit, c'est que la majeure partie en fait, d'adhérents de la FTE, qui ne sont pas des grandes entreprises du CAC 40, n'ont pas besoin de souscrire à ces produits à taux négatif, puisque leur partenaire bancaire leur propose encore du solde à vue à zéro. Mais tout de même, je trouve c'est important d'en parler parce que c'est une réalité en fait, de marché qui si vous vous appelez, je vais dire par exemple Sanofi, c'est une réalité de marché. Alors, si je parle de mon expérience, moi GSE, je suis un groupe placeur, je place à peu près 200 millions d'euros. Les OPCVM, ça fait depuis qu'elles sont en territoire négatif, je n'y vais plus, alors qu'avant c'était la catégorie de placement privilégiée. Et je sais effectivement que dans les groupes du CAC 40, les chartes de trésorerie ou les règles édictées font que
la trésorerie d'exploitation plutôt que de la laisser en pied de compte sur lesquels potentiellement ils peuvent payer quelque chose, eh ben, ils doivent quand même la placer en territoire négatif. Oui, c'est ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on en parlera tout à l'heure un peu sur la charte de trésorerie, mais lorsque vous avez fait le tour de vos partenaires bancaires, si jamais vous avez des limites par contrepartie bancaire, vous allez placer 1 milliard, 2 milliards, mais si vous avez plus d'argent, à ce moment-là, en fait, il faut respecter votre limite de risque par groupe bancaire et aller en fait sur des supports qui vous offrent en fait cette diversification. Et c'est là où on va en territoire négatif. Contre aussi, je dirais, le paradoxe que vos banques proposent encore des rémunérations de compte. Il faut bien voir, des rémunérations de compte, même du zéro d'ailleurs, hein. Il faut bien voir que ces produits, donc j'arrive directement sur ce slide-là, c'est des produits en fait relationnels. C'est-à-dire que vos partenaires bancaires vous proposent des comptes à terme un petit peu boostés, hein, des comptes courants parfois rémunérés. Je pense qu'il y en a peut-être dans la salle qui en ont encore jusqu'à 0,30%, hein. On pourrait échanger après. Pourquoi? Parce que ça peut être quelque chose qui vient un peu en complément, ce qu'on appelle du side business, par rapport aux autres opérations qu'ils peuvent faire avec vous. Alors je pense bien sûr aux commissions de mouvement, les flux, hein, mais ça peut être aussi les financements, ça peut être l'équipement, l'épargne salariale, etc., etc. Donc c'est un produit, le placement, c'est aussi un produit d'appel pour les banques pour essayer de développer la relation avec vous en tant qu'entreprise. Donc, ces produits, donc aujourd'hui, on est plutôt entre 0 et 0,10% en moyenne, hein, il peut toujours y avoir des exceptions. À mon avis, donc c'est un petit peu pourquoi est-ce qu'on a parlé un petit peu des ressources juste avant, c'est des rémunérations qui vont disparaître dans les 12 mois qui viennent. Et les banques déjà ont commencé, hein, nous on travaille avec une centaine de partenaires bancaires en France, principalement donc, des banques régionales par leur nombre. Elles se retrouvent dans une situation véritablement de surliquidité. Et cette ressource, il faut bien voir que c'est une ressource qui n'est pas par définition stable, puisque du compte courant, vous pouvez bouger au quotidien. Or, les banques, pour pouvoir refinancer leurs activités à plus long terme, ont besoin d'avoir des ressources stables. Donc, le compte courant, c'est un petit peu enfin voilà, c'est pas à la mode, on va être clair, c'est pas à la mode en ce moment chez les groupes bancaires. Donc, c'est ce que j'allais vous dire après, c'est ce que vous pouvez placer à terme, placez-le à terme. Alors, je reviens sur les comptes courants, je vais confirmer tes propos. J'avais plusieurs banques qui me proposaient des comptes rémunérés. Depuis le 1er octobre, même non, au mois de juin, j'ai des banques qui ont dénoncé la rémunération. Et au mois de septembre, j'ai un autre paquet de banques qui ont dénoncé la rémunération. Aujourd'hui, il ne m'en reste plus qu'une. Oui. Bon, il faut la choyer, hein. J'essaye. Donc voilà, on est sur une ressource qui est par définition donc, instable pour la banque. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, c'est véritablement sur ce qui peut être un peu stable dans vos dépôts, c'est d'arriver à la passer en fait sur tout ce qui est compte à terme. Alors le compte à terme, c'est intéressant. Je t'interromps encore une fois. Il y a Mickaël qui a à nouveau levé la main. Malheureusement, je ne vois pas le chat qui est à côté, donc je ne peux pas voir s'il y a des questions écrites. Ah non, j'ai pas levé la main. Ah, bon alors il faut... C'était celle de tout à l'heure en fait. D'accord, ok, pardon. Ah pardon, c'est la même main que tout à l'heure. Désolé, je l'ai baissé. J'ai le chat sous les yeux. Hein. Si jamais il y a des questions, je vous les transmets, Edouard et David. Ok, super, merci encore. Donc du coup, je disais le compte courant rémunéré, donc il faut absolument le passer en fait en compte à terme si c'est stable. Pourquoi? En fait, c'est là aussi, je remercie les banques. Il y a une option gratuite que les banques vous laissent pour pouvoir à la fois rémunérer dans le temps votre trésorerie. Il faut bien comprendre le principe, hein, même si on fait un compte à terme 5 ans, vous avez la possibilité de sortir à tout moment avec 32 jours de préavis. Donc ça veut dire que vous engagez, on va dire 2020-2025. Si jamais, en fait, en 2022, vous avez besoin de l'argent pour investir ou vous n'avez plus d'argent, donc vous avez besoin de dépenser, en fait, vous pouvez sortir sans perte en capital, parce que le capital est garanti par la banque, en prévenant la sortie 1 mois avant. Donc, c'est top. Donc, si jamais les taux remontaient, comme vous l'avez compris, ce n'est pas ma conviction, si jamais les taux remontaient, vous pouvez sortir et souscrire à un nouveau produit avec un taux plus élevé. Si jamais les taux restent stables,
Les comptes à terme ont souvent une bonification dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir 0,10 première année, 0,20 deuxième année, 0,30 troisième année. Donc, plus on reste investi sur ces comptes à terme, plus la rémunération en fait, de votre trésorerie va augmenter. Et si jamais les taux baissent, c'est ce que nous, on fait depuis 10 ans, en fait, nos clients en fait, arrivent à amortir en fait, cette baisse de taux sur la trésorerie. Bon, je dirais, il faut qu'elle reste liquide. Il faut qu'elle reste liquide, puisque c'est ce qui est demandé par la direction générale, mais qui finalement, historiquement, ne bouge pas trop. Donc, c'est un peu le 4x4 du placement de la trésorerie d'exploitation. Et ce qu'on conseille à chaque fois aux agents économiques avec qui on parle, c'est si vous n'avez pas de vision historique, c'est magique parce que ça vous permet, dans les 3 cas, en fait, de profiter d'une bonification dans le temps par rapport au compte courant, je dis bien. Ouais, alors si tu permets, David, je vais apporter un peu un témoignage. Moi, aujourd'hui, ça reste le support de placement largement privilégié parce que justement, il a cette sécurité en capital. La liquidité, je l'ai à 32 jours. Et on voit même que les banques sont assez ingénieuses. Alors, on connaît tous les comptes à terme progressifs sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle, avec des durées qui s'allongent. Maintenant, on peut aller jusqu'à 5 ans. Et certaines banques avaient tendance à limiter le montant du placement. Et on voit que maintenant, il y a plus... elles ont doublé, voire triplé dans certains cas, le montant du support qu'on est autorisé à placer. Ouais, c'est vraiment le produit tout-terrain qu'on conseille depuis longtemps de souscrire parce que, et ça, tous vos partenaires bancaires en proposent. Néanmoins, pas de secret, les taux continuent de baisser et ça va continuer de baisser encore, malheureusement. Je tiens juste à souligner un sujet, hein, c'est qu'il y a une vraie différence de taux sur les comptes à terme si vous êtes une ETI ou un grand corporate. Pourquoi? En fait, je reviens sur ce que je disais au début, cette notion de side business et d'intérêt commercial que la banque peut avoir à travailler avec vous. Et aujourd'hui, voilà, pour un grand corporate, un taux de dépôt à terme à 5 ans va être environ à 0,05%, donc 5 points de base, à 5 ans. Hein, donc à 5 ans. Et encore, on commence à faire du zéro. Alors que pour une ETI, on est plutôt à 0,50. Donc, vous voyez, en fait, c'est du simple au décuple. C'est assez incroyable. Et finalement, les banques, pour pouvoir maintenir une relation avec leurs clients, continuent de surpayer en fait, cette ressource-là. Et je pense que ça va aller en s'amenuisant malheureusement en fait, pour la rémunération de ces dépôts. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on attaque, je dirais, les produits plus long terme. Non? Écoutez, on va parler de charte de trésor. David, peut-être faire un petit sondage. Alors, je ne sais pas si les personnes peuvent répondre rapidement sur le chat ou en ouvrant leur micro. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elles arrivent à placer plus ou moins facilement leur trésorerie opérationnelle et est-ce qu'elles sont sur des produits assez sécurisés si on devait répondre en disant je fais 30% de produits sécurisés et 70% ou 50% de non sécurisés et peut-être le solde en pied de compte. Est-ce que si on fait un petit sondage rapidement, je ne sais pas si techniquement c'est possible, il y a quelques trésoriers qui ont délivré un peu leur position. Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez soit lever la main, comme ça on vous donne la parole, soit directement ouvrir votre micro. Il y a une personne qui nous dit faire 70% de compte à terme et 30% de placement en cash. Oui, alors c'est vraiment, c'est un grand classique et c'est plutôt judicieux comme. Une autre personne nous dit qu'elle fait que du compte à terme et une autre adhérente nous dit 100% sécurisé en dépôt à terme. Sandrine, vous voulez prendre la parole?
Bonjour à tous. Oui, je voulais chercher le chat, mais je ne le trouvais pas. Ils ont fait 70% de comptes courants rémunérés et 30% de comptes à terme. Oui. Ça a plein de sens. Hein. Ça vous permet en fait vraiment sur la partie la plus liquide, je dirais intramensuelle, de pouvoir piloter avec le cash et puis à un horizon de quelques mois, faire ça en compte à terme. Donc, ça a l'air d'être la tendance en tout cas une pratique courante, puisque notre adhérente nous dit placement en compte à terme, compte courant et le reste en cash. Il y a monsieur ou madame Oliveira qui a levé la main. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui donner la parole à monsieur ou madame Oliveira. Si, son micro est ouvert. Donc, c'est peut-être une fausse manip. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. C'est vraiment en tout cas des pratiques qui sont généralisées. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup moins de PCVM monétaire sur les ETI. Mais il y en a moins un point d'attention, comme je vous disais, parce qu'il faut aussi, et je pense que c'est intéressant, c'est de prévenir sa direction générale que la partie en cash, demain, elle peut passer en taux négatif. C'est vraiment important de parler aussi trésorerie et de placement de trésorerie avec sa direction générale. Alors, ça me fait faire un peu la transition sur justement la charte de trésorerie. Donc, j'en parle souvent en fait au moment de passer à la trésorerie plus long terme ou la holding patrimoniale. Donc, nous, et on pourra en parler avec Edouard ou avec d'autres, on préconise toujours en fait de déterminer en amont avec sa direction management une charte de trésorerie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charte de trésorerie? On va essayer dans un dialogue, une réunion, en fait, de définir ce sur quoi on peut investir. Quelles sont ses limites? Je vais vous donner un exemple. Vous avez, imaginons, 10 millions ou 200 millions pour Edouard en fait, de trésorerie. Est-ce que c'est judicieux de tout mettre dans la seule même banque? Voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'on se met des limites? Voilà, en fait, mes placements de trésorerie ne doivent pas représenter plus de 30% par contrepartie bancaire. Si jamais demain, votre directeur général vient voir votre président, votre TI familial, et vous dire, écoute, j'ai mon conseiller en gestion de patrimoine et il m'a proposé un super truc, pourquoi tu ne le fais pas avec ta trésorerie? Alors, vous analysez le produit, vous vous rendez compte qu'il n'est pas liquide, etc. Et vous dites, oui, mais on avait dit qu'on ne faisait pas les produits liquides. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de dialoguer en amont, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on se met comme limite de liquidité, limite de risque par contrepartie, de risque action, de risque de taux, etc. etc. Et la mise en place de procédures, de prise de décision. Et cela évite parfois, donc nous, c'est des exemples qu'on a déjà vus dans des PME, en fait, des prises de décision un petit peu épidémiques. Vous avez le président dans votre dos qui vous dit, attends, achète pour 5 millions de ça. Et puis, le problème, c'est que le jour où ça se passe mal, parce que si on prend des risques, ça peut se passer bien, mais comme ça peut aussi se passer mal, le problème, c'est que c'est vous, trésorier, qui êtes là pour justifier pourquoi ça a été souscrit. Donc, la mise en place d'une charte de trésorerie, c'est vraiment le conseil de bon sens qu'on donne à tous nos clients. Je pense que c'est du bon sens, d'essayer de mettre en place assez rapidement en fait, dans son entreprise. Donc, moi, j'insiste sur ce document. En tant que trésorier, il est vraiment important parce que oui, ça fixe des règles qui peuvent contraindre notre capacité et un peu d'avoir un peu de peps au quotidien dans ce qu'on peut faire. Mais il faut le voir comme, moi je le vois aujourd'hui comme une véritable sécurité dans ce que je fais et aussi comme une source de dialogue. Ma charte, elle évolue régulièrement parce que, comme le dit David, le marché évolue, il y a des choses qui changent et il faut faire évoluer sa charte pour toujours avoir les opportunités de placement que l'on souhaite faire. Et ça permet aussi, alors, pour ceux qui travaillent dans des entreprises où il y a une espèce, entre guillemets, de confusion de patrimoine parce que le dirigeant, c'est son entreprise, c'est tout ce qu'il a, ça permet de poser des règles claires et qui sont source de dialogue. Oui, parce que en plus, c'est aussi intéressant. Moi, je vais vous donner un exemple. Un trésorier qui était arrivé dans l'entreprise où il y a eu beaucoup de comptes à terme. Les comptes à terme arrivaient à échéance l'année où il a pris son poste. Et en fait, ça payait encore des pourcents positifs. Donc, la direction n'était pas prévenue en fait, que cette rémunération, ces produits financiers allaient disparaître.
Voilà, je pense que cette charte et une revue de la charte régulière permet aussi de dialoguer sur ce sujet-là, de faire des prévisions de produits financiers, parce que on a un environnement de taux qui ne permet plus en fait de pouvoir véritablement vivre de ces produits financiers. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de mettre en place ce support validé interne. Alors, et c'est d'autant plus intéressant en fait lorsqu'on va voir en fait des produits plus long terme. Alors, on va en voir 3. C'est pas exhaustif, parce que là pour le coup en fait il y a vraiment une inventivité qui permet d'aller sur tout. On va en voir 3 en fait, c'est l'assurance vie des personnes morales, le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation en fait, donc c'est une enveloppe, nous on la connaît en tant que particulier comme dans l'assurance vie. Mais pour les personnes morales, ça existe aussi. C'est pouvoir souscrire à l'actif général de l'assureur. L'actif général de l'assureur, c'est principalement constitué à 80% en fait, d'obligataires, 10% d'actions, 10% d'immobilier, à grosse louche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'assureur le garantit le capital. Donc, vous avez actuellement en fait, un taux qui est aux alentours de 1%, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est environ 1%, qui nous, en termes de particuliers, nous laisse de marbre. D'ailleurs, il y a une forme de décollecte des particuliers sur l'assurance vie. Mais lorsqu'on commence à dire 1% pour une personne morale sur un produit peu risqué, puisqu'on est sur des assureurs, là, on se dit, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est des types de produits qui sont assez intéressants à regarder. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours éligible à ce type de personnes. C'est principalement, en fait, pour soit des holdings patrimoniales, soit certaines sociétés. Alors, parfois, il y a certains assureurs qui acceptent la société d'exploitation elle-même. Mais voilà, c'est un produit qui existe et qui n'est pas trop risqué, en fait, lorsque vous faites du 100% fonds euros. La subtilité, c'est si l'assureur vous demande de souscrire à des unités de compte. Qu'est-ce que c'est que des unités de compte? En fait, c'est des supports diversifiés. En fait, vous pouvez souscrire un peu à n'importe quoi. Vous pouvez mettre des EPCM monétaires dedans. Vous pouvez mettre de l'immobilier, vous pouvez mettre des actions, etc., etc. Mais même des fois, on peut mettre des dépôts à terme dans la partie huissier du contrat de capitalisation. Mais en gros, ce que vous faites, c'est que si vous avez du 2 tiers, 1 tiers, vous avez 1% fois 2 tiers, et puis 1 tiers fois le rendement du produit que vous mettez à côté s'il est capital garanti. Donc voilà, sachez que c'est un bon produit et qui, en tant que particulier, est moins à la mode, mais pour les personnes morales, très, très intéressant actuellement. Enfin, je ne pensais pas que je dirais un jour que 1%, c'est très, très intéressant, mais c'est le cas. Alors, ça, vous avez certainement reçu de la part de... C'est pour ça que la réunion est enregistrée, pour que tu te souviennes qu'un jour, tu as dit que 1%, c'est rémunérateur. Non, mais ça se trouve, j'ai l'impression que ça n'a jamais existé dans 10 ans, si on sera à moins 1. Peut-être. Voilà. Et quel est l'horizon de placement? Alors, c'est un minimum, pardon, j'aurais dû le dire, c'est un minimum de 4 ans. En général, alors, pour les particuliers, l'incitation fiscale a resté 8 ans. Pour une personne morale, en général, l'assureur va mettre une pénalité sur le taux servi. Par exemple, imaginez que vous ayez 1, alors ce n'est pas le cas parce que c'est des taux variables, mais on va dire 1 pendant 4 ans. Si vous sortez au bout de 3 ans, en général, ça peut être particulier sur les assureurs, vous aurez une pénalité du rendement de la première année. Donc, vous aurez eu 0, 1, 1. Ce qui reste supérieur au taux de ce qu'on peut proposer sur du liquide. Et puis, sortir d'un contrat de capitalisation, c'est comme sortir d'une assurance vie. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va mettre 6 mois, ça se fait dans le mois. C'est la même chose. Donc, c'est un produit qui est assez intéressant pour voilà, quand même du moyen terme. Ce n'est pas pour de la trésorerie d'exploitation, c'est vraiment pour du voilà, un petit peu plus long quand même. Voilà, il faut avoir un horizon minimum de 4 ans. Merci. Alors, un autre produit qui a eu énormément de succès, en fait, pas tout le monde l'a vu, en fait, avant crise, l'immobilier, la fameuse pierre-papier. Donc, vous l'avez sous différents formats, SCPI, OPCI, SCI, de OPCI, de CPI. Globalement, en fait, c'est des asset managers qui vont souscrire, acheter de l'immobilier et offrir plus ou moins de liquidité. Donc, la SCPI, donc, c'est la partie la moins liquide. On est sur des produits vraiment, cette fois-ci, avec un horizon de 10 ans. Je vous dis ça parce que les frais d'entrée, c'est quasiment 2 ans de rémunération. Donc, du coup, il vaut mieux avoir un horizon assez long terme pour pouvoir souscrire dessus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous bénéficiez du rendement de l'immobilier, qui aujourd'hui est supérieur à 4%. Alors, je vous ai dit, ça avait énormément de succès avant Covid. Aujourd'hui, pas vous le cacher, l'immobilier d'entreprise, au moment où les bureaux de la Défense sont vides, ça a moins de succès, en fait, immobilier de bureau que par le passé. Néanmoins, en fait, quand on analyse les fonds, c'est encore relativement très solide, beaucoup de réserves de côté, mais il y a beaucoup moins de collectes que ce qu'on a vu ces dernières années. Il y avait des articles quasiment tous les 3 mois dans les Échos qui disaient record sur record de collectes en SCPI. C'était vraiment très impressionnant. Aujourd'hui, ce qui marche plus,
Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup ailleurs. D'ailleurs, les asset managers sont vraiment en avance par rapport aux banques. C'est la thématique ISR ou ESG. Globalement, c'est d'essayer de donner un sens à son épargne. Nous, on est touchés en tant que particulier, mais les entreprises le sont et les investisseurs institutionnels le sont tout autant. Et dans ce cadre-là, l'ensemble quasiment des OPCVM monétaires est passé en critères ESG. Donc, on va regarder des critères sociaux, de gouvernance et environnementaux. C'est pareil un petit peu pour l'immobilier. Donc, ce qui a beaucoup de succès, en fait, c'est l'immobilier de santé. Alors, je pense que le contexte Covid doit aider à ça, mais c'est d'aller souscrire à des produits plus ou moins liquides, en fait, sur des crèches, des EHPAD, des cliniques. Donc ça a beaucoup de succès sur ce genre de choses. Alors l'OPCI, c'est... Pardon ? Oui, David, il y a Michael qui nous fait une remarque, qui nous dit aussi que sur le marché du SCPI, le marché secondaire est catastrophique. Alors, il y a deux, c'est une très bonne remarque, parce qu'en fait, sur la SCPI, en fait, il y a deux marchés secondaires. En fait, si vous êtes à capital fixe ou à capital variable. Si vous êtes sur une SCPI à capital fixe, c'est pas compliqué. Pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, si tout le monde est à la vente, autant dire qu'il y a zéro liquidité. C'est pour ça que je mettais le 1 étoile sur la liquidité, parce que c'est quand même pas fantastique. Et par contre, si vous êtes à capital variable, en fait, la liquidité est quand même bien meilleure. Maintenant, si vous êtes en situation de crise, comme il n'est pas impossible que ça arrive d'ailleurs, pour l'instant, tout tient, parce que l'État finance tout. Mais si jamais, en fait, demain, il y a une vraie crise immobilière, ce n'est pas un produit sur lequel il faut compter sur la liquidité. C'est vraiment, là, on est sur 10 ans, c'est-à-dire comme pour les actions, il faut pouvoir laisser passer un cycle. Donc, c'est vraiment, moi, je dirais, si vous êtes une association, souvent, on prend en fait l'image, je ne l'ai pas mis ici, mais une sinusoïde. Vous allez avoir votre cycle de trésorerie intra-annuel en fonction des dons ou des subventions, et vous allez garder 6 mois de budget en fait pour la pérennité de votre association. Donc 3 mois en fait qui doivent rester plus ou moins liquides parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas une crise où on a besoin de consommer cette trésorerie. Et puis 3 mois de budget qui vont rester ad vitam aeternam pour garantir en fait la bonne solidité de l'association. Donc si vous êtes sur des trésoreries plutôt long terme ou si vous êtes une holding patrimoniale, c'est des produits, je dirais, un peu de fond de cuve qui peuvent tout à fait correspondre à l'objectif. Rendement relativement élevé, visibilité à très long terme. Par contre, vraiment pour la trésorerie moyen terme, ce n'est pas du tout le bon produit. On est vraiment sur une vision long terme. Mais voilà, sinon on n'aurait pas 5% ou 4 ou 5% en fait, de rendement sur ce type de produit. Alors, pour le côté GSE, c'est des produits qui m'ont été présentés de manière récurrente jusqu'au mois de mai de cette année. Et depuis le mois de mai, plus personne ne me les propose. Après, je rebondis sur un point. Effectivement, les actifs qui sont derrière, ce sont principalement des bureaux. On trouve parfois des hôtels. Là, je vois on a des nouveaux supports. C'est vrai qu'un hôpital, c'est beaucoup mieux dans sa politique RSE. Peut-être que, je ne sais pas, on parle beaucoup du e-commerce qui a besoin d'entrepôts. Peut-être que demain, il y aura d'autres supports, enfin, ils seront adossés à d'autres supports comme des entrepôts ou autres. Oui. Et peut-être qu'en modifiant l'actif qui est dessous, ces supports trouveront un second souffle. Oui, alors moi je suis pour la diversification, c'est que je pense que c'est bien en effet d'avoir un entrepôt, j'en ai pas parlé, mais pas que l'entrepôt, parce que si demain en fait ça change encore, en fait il faut avoir un petit peu de tout. C'est-à-dire, si on a une vision vraiment patrimoniale, il faut savoir diversifier ses risques, là aussi, une charte de trésorerie, mais là très pointilleuse, entre les différents sous-jacents derrière. Pour laisser de la place aux questions, j'avance un petit peu. Donc, sur des produits en fait, que vous devez recevoir en fait, très régulièrement, puisque en fait, dans l'environnement de taux négatif, en fait, des solutions, je dirais, sur mesure sont proposées quotidiennement. C'est tout ce qui est produits structurés. Alors, les produits structurés, je le compare souvent un petit peu avec de la pâtisserie. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits qui sont tous, en tant que tels, des sous-jacents, que ce soit actions, obligations, qui sont relativement simples. Mais en fait, la banque va vous proposer en fait, de structurer, d'assembler en fait, un produit qui va correspondre à votre cahier des charges. Alors, la première chose sur ce type de produit, puisqu'on peut avoir une imagination en fait, très, très forte, c'est de prendre le temps. Moi, je pense que vraiment, c'est des produits sur lesquels il faut prendre le temps de discuter, de dialoguer et d'essayer jusqu'au bout pour essayer de
tout comprendre. Alors, on ne peut pas tout comprendre sur le calcul en fait, des taux, des composantes, etc. Mais il faut prendre le temps d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents. Qu'est-ce qui se passe si l'action monte? Qu'est-ce qui se passe si les taux baissent, etc. Donc, prenez vraiment en fait, le temps voilà, de poser la question à votre conseil sur est-ce que c'est une bonne idée? Posez la question surtout à votre dirigeant. Est-ce qu'il veut aller sur ce type de support ou pas? Alors, j'ai mis 2 exemples. Des exemples en fait très simples, ce qu'on appelle les autocalls. C'est un produit en fait donc avec une maturité par exemple de 10 ans. Donc là, on a pris ça, c'était avec un indice famille. En fait, globalement, on fait une sélection en fait des principales entreprises en Europe familiales qui sont en remboursant, un rendement de 10%. Donc le produit peut être rappelé donc à la fin d'une période, si et seulement si en fait on se trouve au bout de cette première année au-dessus ce qu'on appelle le strike, donc le niveau de constatation. Donc vous voyez, en fait, vous prenez un pari donc, sur un indice, action, sur ce sujet-là, et si votre pari est réussi, en fait, vous allez toucher une rémunération particulièrement intéressante. Si jamais, en fait, le pari n'est pas réussi, en fait, on laisse le temps, parce qu'on est sur une maturité de 10 ans, en fait, de réussir ce pari-là à chaque constatation pendant 10 ans. Donc vous voyez, en fait, on est sur une stratégie optionnelle, donc une prise de risque en pleine connaissance de cause, avec son management. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir au préalable une charte de trésorerie sur ce sujet-là. Et après, en fait, heureusement, en fait, le dirigeant a vous-même, d'ailleurs, si c'est vous qui les choisissez, en fait, d'essayer de dynamiser votre trésorerie de manière à essayer de produire un peu de produits financiers. C'est ce que font d'ailleurs les investisseurs institutionnels. Néanmoins, c'est du boulot sur ce sujet-là. Il faut avoir le temps. Il faut prendre le temps, une fois de plus, et je pense qu'il y a ce qu'on se disait avec Edouard, il faut prendre le temps de poser des questions et d'essayer de comprendre au maximum. Alors, après, je vais rebondir parce que… Ah ben, vas-y, oui, je rebondirai après. Si tu veux, ouais, c'est ça, parce que c'est plus simple, tu l'as après. En fait, il y a des stratégies en fait, structurées qui sont encore plus simples, qui sont parfois en fait produites par la banque, qui va dire, voilà, si vous souhaitez ne pas avoir trop de liquidité jusque pendant 1 an environ, ça peut être 2 ans, etc., on peut vous proposer des stratégies de placement, je dirais, à capital garanti. C'est les fameux acronymes KG, mais c'est capital garanti. Et la banque vous dit, écoutez, il peut y avoir beaucoup de valorisation de ce produit-là. Néanmoins, je suis sûr, moi, banquier, de vous rembourser au bout d'1 an. Et de vous rembourser avec 0,25 de taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment, il peut y avoir de tout. J'ai pris 2 exemples, on pourrait en faire des centaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre le temps en fait, de les comprendre. Est-ce que qui peut risquer d'optimiser pas à l'horizon d'1 an? Les 2 ont beaucoup de succès en ce moment. Juste insister une dernière fois, c'est qu'en fait, il ne faut pas que les taux bas poussent à prendre du risque. Il faut prendre du risque parce qu'on est convaincu de vouloir en prendre. Je ne sais pas si, Edouard, tu veux un petit peu illustrer ça? Oui, moi je vais illustrer. Alors, sur les produits structurés, on a beaucoup de propositions. L'imagination est débordante. Effectivement, définir avec son manager, avec son codir ou sa direction générale, des principes directeurs, c'est indispensable parce que ça permettra d'écarter toute une catégorie de produits, de se concentrer uniquement sur ceux qui nous intéressent, soit pour des critères de rendement, de sécurité ou de liquidité. Un point dont je viens de perdre l'idée, du coup je suis embêté pour continuer. Ces produits structurants, alors je rebondis sur un autre cas, alors le produit carbone, je vais rebondir dessus parce qu'il m'a été présenté, il s'inscrit dans une certaine stratégie, c'est qu'il faut le garder à terme, si on sort avant, on prend un risque. Et même ces produits-là évoluent. Au mois de septembre, on m'a proposé un produit carbone avec une rémunération attachée et un horizon de placement qui était de 15 mois. 3 mois plus tard, on vient me voir à nouveau avec ce même produit carbone, avec le même taux de rémunération, mais cette fois, la durée est passée de 15 à 24 mois. Donc, il y a un contexte de marché, ça évolue.
Et du coup, ça m'a permis de retrouver mon idée. Ces produits structurés, c'est important de les comprendre et d'y aller progressivement. Il faut bien se dire que louper une opportunité de placement, c'est pas grave. Il vaut mieux louper une opportunité, enfin c'est ma conviction, je préfère louper une opportunité de placement en me disant j'ai loupé ça, mais au moins je ne l'avais pas compris, plutôt que de vouloir suivre impérativement quelque chose et puis de faire une erreur par la suite. Et un banquier qui sentira, ou un conseil qui sentira un peu d'appétit, mais de la timidité parce qu'on n'a pas tout compris, il ne vous en voudra pas de ne pas avoir suivi. De toute manière, il n'a pas à vous en vouloir. Et puis, il reviendra avec un peu plus tard, lorsqu'il y aura une autre opportunité, et puis aussi avec des explications un peu plus confortables, un peu plus détaillées. Je crois que, Mickaël, vous avez une question? C'était plutôt une remarque justement sur ce produit-là. Attention à ceux qui sont en IFRS, ce produit n'est pas SPPI. Donc, vu qu'il n'est pas SPPI, on n'a pas la même comptabilisation qu'un autre placement dit classique. Parce qu'en fait, on ne suit pas un indice marché taux, on suit un indice marché matières premières, donc ce n'est pas considéré comme du SPPI. Donc ça peut avoir un impact dans votre comptabilisation et dans votre remontée de résultats. C'est hyper intéressant, en effet. Donc attention au choix. Voilà. Je vois une question de Madame Robinet. Je souhaite un placement zéro risque en capital. Est-ce que ces produits structurés sont une bonne chose? Alors, déjà, le zéro risque en capital, il faut bien vous dire que ça n'existe pas. Enfin, ça paraît dingue, mais les banques peuvent vraiment faire faillite. Je vais prendre l'exemple de ce produit carbone. On en a émis par toutes les banques. Imaginons que ce soit une banque française de premier plan. En effet, il y a peu de chance. Nous, on est hyper confiants en fait, sur l'état de santé des banques françaises. Donc, c'est-à-dire que si une banque française de premier plan national vous propose ce type de produit avec un horizon d'1 an, il n'y a pas beaucoup de risques. Le sujet, c'est que par contre, si vous êtes obligé de sortir en cours de vie du produit, là, par contre, en fait, vous pouvez ressortir avec, moi, je ne sais pas, 75% de la valeur. Il faut juste pas sortir en cours de vie. Maintenant, si vous allez, et là, je rejoins une autre marque, en fait, sur le multibanking, il faut aussi diversifier son risque de banque. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si vous allez sur une banque plus petite, à ce moment-là, il peut y avoir, en fait, un risque de contrepartie bancaire à prendre en compte. Donc, c'est un petit peu une réponse de Normand de ma part. Une bonne chose, c'est difficile à dire, mais le zéro risque en capital, ça dépend de votre horizon, ça dépend du fait que vous ne bougerez jamais. En effet, ça peut monter substantiellement quand même, la rémunération qu'on peut trouver ailleurs. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? J'avais une autre question, je suis désolé avec toutes mes questions. Pourquoi ne pas parler de tout ce qui est produits obligataires? Parce qu'aujourd'hui, avec les tensions sur les marchés, c'est un bon. Les marchés secondaires, pardon, sur le marché secondaire, obligataires sur le marché secondaire, qui ont des rendements quand même très élevés. Et si on considère que le risque de contrepartie, puisqu'on choisit notre contrepartie, n'est pas un risque à prendre en considération, les rendements sont quand même les plus élevés sur cette partie-là. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, la première chose, c'est que nous, on envoie très, très peu des obligations chez les entreprises. Très, très peu. Enfin, c'est une constatation. On en voit très peu là-dessus. Alors que c'est en effet extrêmement intéressant. On est sur des produits, je ne rappelle une obligation, enfin, vous en émettez certainement, on va dire 5 ans, 7 ans, etc., avec un rendement affiché. Le gros problème en fait, du marché obligataire en ce moment, c'est que les primes de risque ne sont pas raffectées à cause des taux bas. Et finalement, si jamais vous devez sortir, c'est toujours pareil, en cours de vie. Mark to market. Voilà, exactement, en mark to market. Et en fait, les variations peuvent être assez brutales. On le voit d'ailleurs sur les fonds obligataires court terme que les asset managers peuvent vous proposer. C'est un peu une alternative aux OPC monétaires parce qu'on se rapprochait du zéro, voire des fois on le dépassait. Le gros problème, c'est que dès qu'il y a un petit peu de volatilité, vous allez avoir des VL négatives sur ces fonds obligataires court terme. Donc l'obligataire, c'est une très bonne solution. Finalement, l'assurance vie, c'est ce qui est souscrit, si vous avez un véritable horizon de 5-7 ans. Mais après, si vous allez sur de l'obligataire corporate, il faut bien maîtriser, puisque l'obligataire corporate, on n'est pas sur du risque bancaire, il faut qu'il y ait une vraie différence de notation. Si on est sur du single B, c'est pas du tout en fait comme si on était sur du risque financier qui en moyenne en France, ça correspond à du A. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, je pense, on retrouve très très peu d'obligations chez les corporates. Mais les investisseurs institutionnels en souscrivent beaucoup, je vous rejoins là-dessus.
Est-ce que vous avez d'autres exemples, en fait, c'est le moment des questions, nous on a fini. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou les partager, ou d'autres questions, en fait, sur des produits qu'on vous a proposés Qu'est-ce qui vous est proposé aujourd'hui par vos banquiers, tout simplement? Est-ce que vous avez des choses que vous trouvez sympas? On a Pierre Mémard qui lève la main. Merci. Moi, j'ai une première question où je reviens sur les frais, sur les cash qu'on laisse en dépôt à vue chez nos banques. Notre banque, nous, elle met déjà la pression depuis le début de l'année, avec au-delà d'un certain seuil de quelques dizaines de millions d'euros. On a cette épée pour nos presses de voir le dépôt à vue actuel. Et je comprends de ce que vous avez dit que ce n'est pas le cas. Enfin, c'est pas une pratique encore très courante, très répandue. C'est bien. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie inégalité, moi, je trouve, sur ce sujet-là. En fait, les banques appliquent au fur et à mesure, en fait, elles capent en fait des dépôts. Je crois qu'il y a une autre personne qui avait témoigné au-delà de 10 millions d'euros. Je ne sais pas si monsieur ou madame Oliveira, mais qui disait que la banque charge à partir de 10 millions d'euros. En fait, c'est quelque chose qui va se développer, ça va dépendre des réseaux bancaires, ça va dépendre de plein de facteurs. Est-ce qu'il y a du side business possible? Est-ce qu'il y a déjà du side business en place? Mais certaines banques ne veulent plus, en fait, de cette ressource. Et après, il y a une deuxième type d'égalité, c'est que dans la qualité de la ressource, parfois, en fait, pour un investisseur financier, alors monsieur Oliveira, excusez-moi, du coup, pour les investisseurs financiers, la qualité de la ressource d'un dépôt à vue financier est considérée comme moins stable que celui d'un corporate, d'une entreprise. En fait, donc ça fait une discrimination supplémentaire qui fait que pour tout placeur financier, les taux vont baisser plus vite encore. Je rebondis sur la rémunération ou le fait de devoir bientôt payer les pieds de compte à partir de certains seuils. Alors certaines banques mettent la pression, d'autres banques ne mettent pas la pression, mais créent des rémunérations additionnelles à côté en disant, vous voyez, je ne vous fais pas payer le pied de compte, mais on est taxé, enfin on doit payer des nouveaux frais. Certaines banques mettent aussi la pression pour finalement, elles vont préférer un placement à terme plutôt que d'être pénalisées par un pied de compte. Donc c'est aussi une manière de faire un peu bouger nos lignes en tant que trésorier. À nous d'être droit dans nos bottes par rapport à notre besoin d'exploitation. Effectivement, si on laisse un pied de compte qui est là depuis 10 ans ou même pas depuis 3 ans et que dans l'intra-mensuel, il n'est jamais consommé, on peut peut-être aller chercher un produit à côté. Et votre banquier vous remerciera d'avoir vu que d'avoir placé sur un petit compte à terme, même 1 ou 2 millions, il sera tout content plutôt que d'avoir ça en pied de compte. D'accord. Bon. Merci pour cette réponse. Et si je peux me permettre, j'en ai une deuxième sur les produits structurés. Bien sûr. Ces derniers mois, on a été beaucoup sollicité sur des produits structurés, comme c'était un des deux exemples que David vous montrait, c'est sur le marché carbone. Oui. Et au bout de 2 sollicitations, j'ai été surpris. La troisième, j'ai presque trouvé ça suspect. Il y a quoi avec ce marché carbone? Pourquoi il y a tant de produits structurés avec ce sous-jacent marché carbone en ce moment? Alors en fait, que ce soit le marché carbone, que ce soit le Q ou encore d'autres, en fait, il faut voir que les banques de marché, en fait, n'ont plus trop le droit de faire du compte propre. C'est-à-dire que par le passé, vous vous rappelez, avant 2009, elles avaient des trading comptes propres avec, en gros, l'argent, les fonds propres de la banque. Elles pouvaient spéculer sur différents marchés. Alors la régulation, d'ailleurs, la régulation que tout le monde a critiquée, finalement, elle a été plutôt judicieuse parce que la crise sanitaire et économique ne s'est pas transformée en crise financière. Donc, ça veut dire que les régulateurs ont fait leur job. En fait, ces régulateurs ont demandé d'arrêter de faire du trading pour compte propre. Donc, qui était source de revenus. Souvent. Alors, parfois, il pouvait y avoir
des pertes, hein, comme on l'a vu, mais qui étaient source de revenus. Donc, ce qu'elles ont fait, les banques, c'est qu'elles se sont dit, plutôt que de faire ça, on va titriser en fait ce trading pour compte propre et on va le vendre à nos clients. Donc, on va garder une marge, donc une marge de distribution, donc la banque va prendre une marge dessus et va dire, écoutez, si vous voulez profiter des fruits de mes activités de trading pour compte propre, écoutez, vous pouvez souscrire moyennant temps. Donc, globalement, en fait, on va dire, imaginons que je passe 0,25, je ne connais pas quelles sont leurs marges exactement techniques, ça va dépendre de plein de choses, hein. Mais globalement, imaginons que ça soit 0,25 aussi de leur côté. Quelque part, ils ont assuré un rendement de 0,50 et ils partagent la marge en deux avec vous. Donc, et ce marché-là, alors c'est très particulier le carbone, hein, c'est sûr, il y a des arbitrages entre les futurs et le spot. Donc, c'est comme je vous disais qu'il faut rentrer dans le détail. Il faut mieux rentrer dans le détail avec votre conseiller, votre banquier pour qu'il vous explique. Mais il n'y a pas de martingale non plus, hein. Quand tout le monde en fait a souscrit dessus, les taux sont coulés à la baisse parce que l'arbitrage n'existait plus. Ça reste un petit peu, je dirais, des produits d'exception, quoi. Enfin, c'est comme les produits défiscalisants pour les particuliers. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas non plus indéfiniment. Je vous remercie à tous les deux, David et Edouard, d'avoir animé cette réunion. Je vous propose peut-être, s'il y a une toute dernière question, parce que je crois que certains d'entre vous ont des impératifs horaires, et encore désolée d'avoir commencé en retard. Donc, François avait un commentaire, je vois dans le chat. Je ne sais pas s'il veut l'exprimer verbalement. Oui, François Gouinard. Donc, je disais, ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, les banquiers, comme tout le monde, cherchent à avoir un équilibre entre la duration de la ressource et la duration des emplois. Et donc, ils sont effectivement souvent à la recherche de dépôts longs ou très longs. Donc, quand vous pouvez leur proposer ça, effectivement, ça les intéresse. Tout à fait. C'est une ressource de qualité pour eux à très long terme. Je remercie en tout cas nos deux animateurs et c'était très intéressant en fait d'avoir cet échange entre vous deux et de bien comprendre en fait le marché aujourd'hui tel qu'il est et d'avoir aussi le feedback opérationnel des différents produits en fait de placement utilisés parce que c'est vrai que c'est un peu cet univers de taux durablement négatif est toujours un petit peu perturbant dans la théorie financière. Oui. Donc la prochaine réunion de la commission ETI, on l'a fait en partenariat avec la délégation Alsace-Lorraine et ça a lieu le 26 novembre à 11h. C'est plus un sujet RH, en fait, objectif carrière, trésorier d'entreprise, avec l'intervention de Aise sur des problématiques de recrutement et des retours d'expérience, là, plus sur une carrière complète, de Madame Clerc de Columbia. Avec aussi un système d'échange et l'idée c'est de partager. C'est bien sûr effectivement sur le même format avec Teams et ce sera également enregistré. Et alors pour ceux qui l'ont plus en tête, je vous rappelle que les journées de la FTE sont regroupées dans une session digitale le 24 novembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup en fait de vous être connectés. Et donc, je serais ravie en fait d'échanger avec vous lors d'un prochaine visio call de la FTE sous ce format et sans doute d'ici quelques mois en fait lors de réunions en présentiel. Physique. Physique, ouais, peut-être on va y revenir. Mais bon. En attendant, on va continuer ce format-là qui est aussi intéressant parce que ça nous permet effectivement d'avoir aussi plus de personnes qui sont en région et c'est plus facile de se connecter. Donc, quelque part, il y a toujours aussi des avantages dans ce système. Donc, on va essayer d'en tirer profit également. En tout cas, merci encore à nos deux intervenants. C'était vraiment très intéressant. Et donc la FTE va proposer en fait le résumé en fait le cœur de la présentation en replay sur le site internet de la FTE prochainement. Voilà. Donc bon après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.